Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, la poursuite des combats dans le nord du Mali. L'armée malienne annonce un important convoi de ses forces appuyées par les mercenaires du groupe Wagner et qui serait en route vers Kidal, fief de la rébellion Touareg qui a repris les armes. Les combats font rage dans la région. Explication à suivre dans ce journal. À quelques jours de la présidentielle au Libéria, nous verrons quelles sont les chances du président sortant, George Weah. L'ancien footballeur était très populaire au moment de son élection en 2017. Il a été soumis à une pression constante au cours de ces années. Et notre invité de ce soir est un griot contemporain, rappeur, réalisateur togolais. Son travail est une ode au panafricanisme. Il n'hésite pas à fustiger la mauvaise gouvernance des dirigeants africains. Et l'homme Vince est notre invité et il est en France à un forum où les arts urbains sont mis au service de la conscience et de l'engagement. Que se passe-t-il dans le nord-est du Mali, vers Kidal? L'armée malienne et ses alliés, les mercenaires du groupe Wagner, se disent près d'Anéfis, à 110 km au sud de Kidal, ce que la rébellion séparatiste Touareg conteste. Mais une chose est sûre, les combats ont repris dans la zone. Le point avec notre correspondant dans la région, Serge Daniel. 4 jours après avoir quitté Gao, la principale ville du nord du Mali, une imposante colonne de l'armée malienne, appuyée par les combattants du groupe russe Wagner, traverse plusieurs localités, Djebok, Tinaoukoué, Al-Mousrat, Tarkin, Tabankor, et arrive dans les faubourgs de la localité d'Anéfis. Et là, les plus importants combats entre l'armée malienne et les ex-rebelles. Il y a eu beaucoup de victimes, des blessés, mais chacun a fait un communiqué pour dire que c'est lui le vainqueur. Aujourd'hui, ce vendredi, les hostilités ont repris dans les faubourgs d'Anéfis, mais ce n'est qu'une partie visible de l'iceberg parce que l'objectif de l'armée malienne, c'est d'aller récupérer, prendre possession des camps militaires que la MINUSMA, la mission de l'ONU, doit abandonner avant la fin de l'année, notamment dans les localités d'Aguelok et de Tessalit, plus au nord, mais plus au nord-est, la localité de Kidal, contrôlée par les ex-rebelles. Il y a également un camp militaire sur place que la MINUSMA doit abandonner. L'armée malienne entend donc récupérer aussi ce camp. Donc, le conflit est désormais ouvert avec plusieurs fronts mobiles, ce qui rend complexe la situation. Et surtout, chaque camp fait, je dirais, permettez l'expression, sa publicité en disant qu'il est le vainqueur, qu'il est le vainqueur. Il n'y a pas de journalistes sur place, donc difficile de savoir exactement ce qui se passe. Mais ce week-end sera probablement décisif sur la suite des événements dans le septentrion malien. On passe au Libéria à quelques jours de la présidentielle. George Weah y brigue un second mandat. Si l'ancien footballeur était extrêmement populaire au moment de son élection en 2017, cette élection ne s'annonce pas gagnée. Il fait face à 19 concurrents et suscite beaucoup de déception dans le pays. Clémence Valère. Allégations de corruption, la pandémie du Covid et une crise économique qui a fait flamber le coût de la vie. Le bilan du président libérien George Weah est mitigé. Mais malgré tout, il vise un second mandat. Pour se défendre, le candidat à la présidentielle souligne sa politique sociale, construction d'hôpitaux et l'instauration de la gratuité de l'enseignement dans un pays qui se remet encore de 2 guerres civiles dévastatrices entre 1989 et 2003, ainsi qu'une épidémie mortelle d'Ebola entre 2013 et 2016. Il a réparé les routes, construit des hôpitaux et envoyé des gens à l'école, avec l'éducation gratuite au Libéria. Certains parents n'ont pas d'argent, mais les enfants vont à l'école. Tout va bien. Cependant, certains estiment que Weah n'a pas réussi à améliorer le niveau de vie et à résoudre le problème croissant de stupéfiants chez les jeunes démunis. Beaucoup se sont tournés vers son principal rival, l'ancien vice-président de 78 ans, Joseph Boakai, qui a perdu face à l'ancien footballeur en 2017. George Weah a déclaré qu'il venait pour le changement et que Boakai avait corrompu le pays. Ils ont volé de l'argent, ils nous ont rendu la vie difficile. Tout a empiré, plus qu'à l'époque de Boakai. Outre Boakai, les principaux concurrents du président Weah sont l'ancien dirigeant de Coca-Cola et philanthrope Alexander Cummings et le défenseur des droits humains Tiawan Kongloe.
Ceux qui obtiendront les 2 meilleurs résultats se feront face le 26 décembre pour un second tour du scrutin, à moins qu'un candidat n'obtienne plus de 50% des voix mardi 10 octobre. Abir Moussi, ancienne députée, bientôt en prison, c'est une des dernières opposantes au pouvoir tunisien en liberté. Plusieurs prisonniers politiques ont vu leur détention prolongée. Leurs enfants ont adressé une demande à la Cour pénale internationale contre les persécutions et violations commises par le président Kais Saied. Lilia Blaise. C'est une communication adressée à la Cour pénale internationale par les enfants de détenus politiques. Parmi eux, Yousra Ranouchi, la fille de Rached Ranouchi, le leader du parti islamiste et l'ancien président du Parlement tunisien. Il y a également Elias Chawachi, le fils de Razi Chawachi, une figure politique de la gauche tunisienne et un ancien député. Alors ces enfants de détenus réclament à ce que la Cour pénale internationale enquête sur les conditions de détention de leurs parents, mais aussi contre les charges illégales retenues contre eux, selon leurs mots. Ces tentatives de faire entendre leur voix font écho aux grèves de la faim qui ont été entamées depuis une dizaine de jours pour certaines par des opposants derrière les barreaux. Ces grèves de la faim sont soutenues par les familles de détenus et aujourd'hui c'est plus d'une quarantaine d'opposants politiques qui sont accusés de diverses affaires contre la sûreté de l'État selon la justice tunisienne. Les avocats, eux, dénoncent un acharnement politique et des dossiers vides. Dernièrement, ce jeudi, c'est l'opposante Abir Moussi, présidente du Parti des Citoyens libres et anti-islamiste, qui fait l'objet d'un mandat de dépôt et qui est en état d'arrestation et de détention provisoire pour avoir voulu déposer des recours juridiques contre des décrets présidentiels. Elle est aujourd'hui accusée, comme d'autres opposants, de vouloir renverser le gouvernement et de semer le désordre selon l'article 72 du Code pénal, une accusation très grave, passible de la peine de mort. Comment lutter contre les fake news, les fausses informations qui se répandent à grande vitesse sur le continent africain? Pour lutter contre ce phénomène, les médias africains se sont réunis à Maurice. Abdoulaye Erali, notre correspondant à Port-Louis, nous fait le point. Une cinquantaine d'organisations africaines sont réunies pendant 2 jours à Maurice pour prendre la mesure de la désinformation sur le continent. Les participants ont souligné la vitesse de propagation des fake news. C'est 6 fois plus vite que les vraies informations, d'où ces multiples dangers. La fausse information a de l'impact sur la cohésion sociale, a de l'impact entre les relations entre les communautés, a de l'impact négatif dans les relations entre les États et ça cristallise les conflits. Moi, je fais du fact-checking depuis 2019. Je constate qu'il y a une montée de désinformation, mais aussi des discours de haine, mais qui sont distillés sur les réseaux sociaux ou dans la communauté, mais dans les langues locales. Des fact-checkers du Maghreb ont cité des exemples de fausses vidéos et des images sorties de leur contexte pour créer la peur des migrants en Tunisie en début d'année. Ils ont appelé à la création d'un réseau de fact-checkers africains dans différentes langues et dialectes du continent. Quand on fait un réseau de fact-checkers, ça va bien sûr nous aider pour comprendre les langues et les contextes. Et pour cette raison, ce genre de sommet est très important pour faire des réseaux et aussi d'apprendre de d'autres expériences de d'autres fact-checkers africains. L'organisation Africa Check, à l'initiative du sommet de Maurice, regroupe des fact-checkers dans 4 pays, le Sénégal, le Nigeria, le Kenya et l'Afrique du Sud. Selon une étude de Reuters, les sujets de désinformation les plus récurrents sur le continent concernent la politique, les célébrités et le Covid. Allez, on passe à notre invité culturel de la soirée, qui aime se définir comme un griot contemporain ou un artiviste. La politique est au cœur de son travail, donc il est bienvenu ici chez nous. La poésie et le panafricanisme fondent son univers créatif, fait d'images et de mélanges de sons traditionnels et de percussions actuelles. L'artiste togolais Elom Vince est notre invité. Merci d'être ici chez vous sur le plateau du Journal de l'Afrique de France 24. C'est moi qui vous remercie. Alors, vous êtes connu pour votre engagement politique. L'actualité, on sait, vous intéresse. Vous avez d'ailleurs étudié les sciences politiques, si je me trompe. Dites-nous quelle est votre réaction, justement, face à l'actualité de ce soir. L'actualité de ce soir, Mali, Libéria, Tunisie, je pense que l'Afrique n'est pas encore totalement indépendante. Il y a du chemin à faire. Et ce chemin va se faire que par les peuples africains eux-mêmes. Je pense qu'on pourra parler de sciences politiques ici ou de relations internationales, mais je pense fondamentalement que tant que l'amour
que les Africains doivent avoir pour eux-mêmes ne sera pas un fait, il y aura encore des guerres et des guerres. Parce que l'Afrique reste un continent de l'avenir, reste le continent de l'avenir. Et que toutes les grandes puissances viendront toujours pour y puiser leurs ressources. Et il revient aux Africains de s'aimer eux-mêmes et de comprendre que c'est ensemble qu'on pourra protéger ces richesses. C'est ensemble qu'on pourra profiter de ces richesses. Et quand je parle de profiter de ces richesses, quand je dis ensemble, c'est que c'est le peuple, les majorités et les masses qui doivent profiter de ces richesses-là. Tant qu'une élite profitera de ces richesses, ces guerres, ces élections, tout ce qu'on est en train de dire se passera. Et le cœur du problème, c'est l'amour qu'on a pour nous-mêmes. Et c'est le côté poétique de l'artiste, le côté artistique qu'on est là pour défendre ce soir. Alors dites-nous justement d'où vient cette conscience politique et comment vous l'avez forgée? Par le hip-hop. Moi, j'ai fait des études de sciences politiques, relations internationales au départ à l'université Abomey-Calavi au Bénin. Et je ne comprenais pas pourquoi les professeurs qui étaient pour la plupart soit des anciens ambassadeurs, soit des grands, ceux qui ont travaillé dans les institutions de Bretton Woods, n'arrivaient pas à nous donner des outils pour comprendre et résoudre les problèmes du continent. Et moi, je me dis que le hip-hop m'a sauvé la vie parce que grâce à des artistes comme Dead Praise, La Rumeur qu'on trouve en France, etc., c'est ces artistes qui m'ont donné cette conscience politique de comprendre que parfois tout ne se résout pas par la politique ou par les ismes, mais tout se résout aussi par la culture, tout ce qui nous lie, tout ce qui fait de nous qui nous sommes. Donc la conscience politique est née à travers la musique, à travers les lectures, George Jackson, les Frères de Soledad, oui. Tout ce que le rap m'a donné comme outil pour réfléchir, en plus de tout ce que j'ai pu glaner ici et là dans les études. Mais je pense, quand on me définit souvent en me disant « tu as fait les sciences politiques », je me dis « faites attention ». C'est pas dans forcément l'université que j'ai eu des outils de réflexion. Oui. C'est un ami qu'on peut dire dans la rue qui m'a un jour donné un livre, celui de Kwame Nkrumah, Africa Must Unite. Yes. Et je pense que ma conscience politique est née à travers ces écrits et ces musiques-là. Eh bien, on va voir ce que vous en avez fait par un exemple, un peu de votre univers. Je propose que nous écoutions votre dernier clip en ligne, qui, moi, m'a beaucoup plu. Egungun, c'est ça ? Egungun, yes. Egungun, et on en parle juste après, on écoute. Je ne rappe plus, je fête, lâche mon si dans l'espace, croyez-moi. Je ne rappe plus, je fais de la géomancie, croyez-moi. Je ne rappe plus, je fais de la géomancie dans l'espace, croyez-moi. Je ne rappe plus, je ne rappe plus, je ne rappe plus. Egungun, 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 Egungun. Ouais. Ça, qu'est-ce que ça veut dire alors? Quel est le message? Pour les Yoruba, hors plateau, vous me demandez de quel village j'étais. Et je vous disais en fait que ce serait réducteur pour moi de dire je viens de tel village au Togo. Je me sens totalement africain, golfe guinéen. Et pour ceux qui connaissent un peu la culture Yoruba, qui est celle de ma famille maternelle, les Egungun sont des messagers. C'est eux qui reçoivent les paroles des ancêtres et qui les délivrent aux vivants. Et je pense que chaque artiste est un Egungun dans le sens où l'inspiration qui descend sur nous n'est pas forcément le fruit de notre imaginaire, mais aussi des choses qui nous dépassent. Et c'est ce que j'aimerais dire à travers ce morceau Egungun. Et alors, votre actualité, alors ce morceau est magnifique, hein, je propose aux gens d'ailleurs d'aller voir sur YouTube votre travail et votre univers. Votre actualité, c'est la participation, donc pour la 3e fois à Artiviste, un forum où les arts urbains sont mis au service de la conscience et de l'engagement. Et là, cette fois-ci, c'est Dulcie September, justement. Donc, vous avez la photo sur le torse. Absolument. Dulcie September, donc Artivisme, c'est la 3e fois en France. Mais rappelez que ça a commencé en 2009 à Lomé. 34 chapitres. L'idée, c'est de faire un projet itinérant et sur le chemin, rencontrer des artistes, des militants, des hommes simples qui pensent que l'Afrique peut être mieux que ce qu'elle est pour le moment. Donc, de 2009 à 2023, c'est 34 chapitres. Et pour le 34e chapitre, on dépose nos valises à Paris. Pourquoi ? Parce que Dulcie September, cette militante sud-africaine de l'ANC, a été assassinée dans cette capitale il y a 35 ans. En 1988, absolument. En 1988, 5 balles dans la tête et que jusqu'à présent, personne n'a été inquiété. Absolument. Donc on a trouvé qu'il est intéressant pour ces 35 ans de venir à Paris, à Bobigny précisément. Et pourquoi Bobigny ? Parce que c'est la banlieue. C'est aussi là où se trouvent beaucoup d'afro-descendants. C'est là aussi où on trouve les sans-dents, comme diraient certains. Ouais. Et c'était important pour nous d'aller là-bas
pour communier ensemble, réfléchir sur le dossier September, qu'est-ce qui peut être fait pour qu'elle ne soit pas oubliée tout simplement. Absolument. Merci beaucoup. Merci Elom Vince d'être venu sur le plateau. C'est ainsi que nous refermons ce journal de l'Afrique. Merci à tous ceux qui nous ont suivis partout dans le monde et en particulier ceux d'Afania à Lomé en passant par Cotonou, Dakar, Cape Town, Addis Abeba, partout sur le continent. Restez avec nous car l'actualité continue sur France 24. Merci.